Alors voilà, je donne la bienvenue à tout le monde qui est connecté. Et je remercie encore une fois Georges Sauvé d'avoir accepté notre invitation à participer à cette série de conférences qui se tiennent online et qui s'appelle Parlando di arte rupestre, en parlant d'art rupestre. Et donc, c'est une série de conférences dédiées à l'art rupestre dans le monde. On a eu chaque fois un archéologue ou un expert d'art rupestre qui a parlé de différentes thématiques. Donc, on a eu de l'Australie, de l'Afrique, du nord de l'Europe, un peu de tout. C'est très riche, comme nous savons, le monde de l'art rupestre. Donc, c'est ça qui le rend très intéressant pour nous qui aimons cette discipline. Et je vais présenter Georges Sauvé. Et la présentation aujourd'hui, c'est la structuration du bestiaire paléolithique. Donc déjà, c'est une thématique qui m'intéresse personnellement parce que il faut aussi dire que moi et Georges Sauvé, nous nous sommes connus en 2017 quand je lui ai demandé s'il voulait être membre de mon jury de thèse. Donc, ma thèse portait sur l'art pariétal, donc l'art de caverne européenne paléolithique. Et aussi, moi, je développais une thématique que Georges avait déjà explorée avant moi. Moi, j'en ai fait une thèse, donc je l'ai traitée de manière similaire, un peu différente, comme c'est normal, et qui est la latéralisation des figures. Moi aussi, j'avais fait une petite base de données, et comme on disait avant de commencer, bien plus petite que celle que Georges Sauvé a pu mettre en place au cours des années. Donc, je vais le présenter brièvement. Il est professeur honoraire des universités dans le domaine des sciences physiques. Il a écrit plus de 91 articles consacrés aux sociétés préhistoriques et a coordonné plusieurs projets collectifs de recherche nationaux et internationaux et dirigé plusieurs thèses. Sur ce thème, on peut voir sa page dans le site de creap.fr. Les travaux de recherche personnels de Georges Sauvé concernent plus particulièrement l'étude de la structuration de l'art pariétal paléolithique afin de mettre en évidence les règles sémiologiques partagées et les réseaux d'échanges interrégionaux à l'aide d'outils statistiques, par exemple l'analyse factorielle des correspondances, la classification automatique ou le data mining. Et ensuite, il s'intéresse aussi à la réalisation d'une base de données sur l'art paléolithique pariétal et mobilier qui comporte actuellement plus de 30 000 images et plus de 400 centres sites décorés et son extension à l'art rupestre du Levant espagnol. Et donc, c'est avec beaucoup de plaisir que je vais céder la parole. Donc, Georges Sauvé, bienvenue, à toi. Bien, merci beaucoup, Mathéo. Ça me fait très plaisir de pouvoir parler d'un sujet qui me tient à cœur, comme tu le sais, sur la structuration de l'art paléolithique en particulier et du bestiaire, puisque je vais parler essentiellement de l'art animalier cette fois-ci. On va essayer de voir ce qu'on peut en dire. Alors, je vais faire le partage d'écran tout de suite. Oui, pendant que tu le fais, je vais juste rappeler aux personnes qui nous suivent de se sentir libres de commenter sur Facebook. Si vous avez des questions ou des commentaires, à la fin de la présentation de Georges, on va pouvoir les adresser, voilà, à Georges. Tout de suite. Voilà, c'est bon. Alors, bon, je vais commencer par vous dire parler d'un grand historien de l'art, Erwin Panofsky. Il nous a appris que nous n'avons aucune chance de comprendre l'art d'une société inconnue, d'une culture qui est différente de la nôtre. Toute tentative d'interprétation est vouée à l'échec. Erwin Panofsky nous met en garde que pour comprendre une œuvre d'art, il faut être familiarisé avec l'univers des coutumes et des traditions culturelles propres à une certaine civilisation. Comme ce n'est pas notre cas pour l'art paléolithique, la seule chose que nous puissions faire est d'étudier sa structure, dans l'espoir qu'elle nous permettra d'entrevoir peut-être l'esprit qui animait ces artistes. C'est ce que nous allons essayer de faire ensemble.
Mais tout d'abord, il faudra que nous nous débarrassions d'une question qui est très souvent posée. Tout est-il vraiment d'origine culturelle? N'y a-t-il rien d'universel dans la pensée humaine? En y regardant d'un peu plus près, certains aspects semblent bien présents dans toutes les cultures, à toutes les époques. Par exemple, les mains négatives, que l'on trouve de Gargas jusqu'en Amérique du Sud, en Argentine, à la Cueva de las Manos, appartiennent à des cultures très différentes. De même, les orans, ces personnages avec les mains levées, les doigts ouverts, il existe depuis l'Aurignacien à Gaziantep-Klösterley en Allemagne, au plat de Petrakos, au néolithique en Espagne et même jusque dans l'Amérique précolombienne. La main est constitutive de l'homme, elle fait partie de la gestuelle humaine. Par conséquent, à ce que nous dit Panofsky, que tout est d'origine culturelle, nous pouvons ajouter cette petite nuance, sauf en ce qui concerne un petit nombre de motifs qui sont des motifs universels. Alors, à cette nuance près, qui lève toute ambiguïté, je crois qu'on va rester dans le domaine essentiellement du culturel avec l'art paléolithique. Commençons par nous demander en quoi consiste la perception visuelle. Autrefois, on pensait que la perception était directe. Aujourd'hui, on sait qu'elle est indirecte. Les stimuli sensoriels doivent être interprétés par le cerveau en fonction de ses connaissances et de l'expérience du monde qu'il a. Ce modèle, qui est dû à Grégory, est actuellement reconnu par les spécialistes de la psychologie cognitive, des neurosciences. Il dit que la perception visuelle est toujours une construction intellectuelle. L'œil est instrumentalisé par le cerveau. L'œil ne voit que des formes et des couleurs. C'est le cerveau qui les interprète. C'est le cerveau qui les interprète. Donc la réalité n'existe pas en fait. Toute perception est déjà une interprétation. C'est exactement ce que disait Ernst Gombrich, un autre historien de l'art très connu. Toute image est une illusion. Et c'est aussi ce que voulait dire Magritte dans son célèbre tableau « Ceci n'est pas une pipe ». Les théoriciens de la Gestalt ou de la psychologie de la forme ont établi plusieurs principes qui vont tous dans le même sens. On peut les regrouper sous le nom de principe de prégnance, qui dit que le tout est plus que la somme des parties. Il y a par exemple le principe de proximité, qui dit que des objets proches les uns des autres sont vus comme des ensembles. À gauche, vous voyez un carré de points, de petits points, et à droite, vous ne voyez plus. Il y a le même nombre de points exactement, mais vous les voyez comme trois bandes verticales. Le principe de similarité dit que des formes similaires sont vues ensemble. Vous ne voyez pas des petits triangles, mais vous voyez un soleil rayonnant avec un aigle qui semble sortir du soleil. Le principe de connectivité dit que des objets disjoints sont mentalement associés. Par exemple, à gauche, vous voyez bien sûr un carré qui n'existe pas. Et à droite, vous voyez des taches, mais ces taches, vous les assemblez pour en faire un joli petit panda. Il y a également le principe de multistabilité qui dit qu'on ne peut pas interpréter une image de deux façons à la fois. Ou bien on voit deux profils humains, ou bien on voit un vase. On ne peut pas voir les deux en même temps. Tout cela montre à quel point c'est le cerveau qui est en charge de tout interpréter. L'œil ne voit que ce que notre cerveau lui donne à voir en fonction de ses connaissances. Alors, le structuralisme, puisque je vais parler essentiellement de cela, le structuralisme s'inspire du même principe puisqu'il dit que toute perception est liée au contexte dans lequel elle est produite. C'est la relation entre l'objet et son contexte qui constitue une structure. Dans le cas des phénomènes globaux, des phénomènes sociaux, collectifs, le structuralisme consiste à les considérer comme un tout qui n'est pas réductible à la somme de ses parties. Autrement dit, le tout est plus que ses parties autonomes, il a une autonomie propre, si vous voulez. Le structuralisme a ses maîtres dans tous les domaines. En linguistique, c'est Ferdinand de Saussure, en anthropologie, et bien sûr, c'est Claude Lévi-Strauss, en psychologie, en psychanalyse, c'est Jacques Lacan, et en préhistoire, bien entendu, Annette Laming-Amprère et
et le roi Gourand. Alors, le roi Gourand est un précurseur en matière dans le domaine de l'art paléolithique grâce à des études statistiques en particulier. En effet, dans le cadre d'une culture préhistorique dont on ne sait rien a priori, le seul moyen de faire ressortir des traits communs est de les étudier statistiquement afin de découvrir d'éventuels invariants entre eux. Il s'est attaché à l'analyse statistique des relations thématiques d'une part et de la distribution spatiale dans les grottes. À sa suite, nous envisagerons d'opérer de la même façon. Premièrement, une structure d'un point de vue quantitatif, en examinant les choix faits par les paléolithiques en ce qui concerne le bestiaire, le choix d'un bestiaire sélectif, et puis les affinités entre les motifs pariétaux, les motifs animaliers. Ensuite, nous regarderons d'un point de vue beaucoup plus formel, beaucoup plus qualitatif, la construction des assemblages, leur répartition dans l'espace et les relations scéniques entre motifs. Pardon, scéniques cette fois-ci, donc du point de vue de la construction des assemblages. Alors, l'art pariétal paléolithique a duré plus de 25 000 ans et s'étend sur toute l'Europe occidentale. Peut-on penser qu'il est le fruit d'une culture unique qui a perduré avec une grande stabilité régionale et chronologique? C'est l'analyse statistique qui va nous permettre de répondre à cette question. D'abord, le bestiaire est très, très sélectif. On voit qu'il y a au plus une quinzaine d'espèces qui représentent à eux seuls 97% du total. Avec même des espèces qui sont parmi elles très rares, le poisson, l'oiseau, représentent chacun moins de 0,5%. Et 5 d'entre elles sont extrêmement importantes. C'est le cheval, le bison, le bouquetin, le mammouth et l'auroch. Et même 2 d'entre elles, c'est vraiment très, très sélectif, représentent plus de 50%. Le cheval et le bison représentent à eux seuls plus de 50% du total. Alors, on voit aussi que les anthropomorphes représentent moins de 3% du total. C'est-à-dire que les humains ne sont pas très représentés dans cet art figuratif. Ça veut certainement dire quelque chose. Ça veut dire que si l'art pariétal nous raconte des histoires d'hommes, c'est à travers des animaux qui servent de substituts symboliques. Alors voilà ce que peut nous donner l'analyse factorielle des correspondances. C'est une technique statistique qui permet de montrer si deux espèces différentes sont proches les unes des autres ou au contraire très différentes les unes des autres. Alors pour cela, il faut diviser notre corpus en plusieurs régions pour avoir une connaissance régionale, voir s'il y a des diversités qui valent la peine d'être signalées, et dans le temps également, en 2 périodes. Alors nous nous sommes contentés de diviser en 2 périodes, une période ancienne et une période récente. 2 objets sont d'autant plus proches qu'ils sont plus proches. Alors, qu'est-ce qu'on voit premièrement? On voit tout d'abord que le cheval est au centre de gravité du plan qui est ainsi défini par l'analyse factorielle. Il est donc présent partout et à toutes les époques. Il se trouve, en plus de ça, au centre de 3 pôles qui sont le mammouth, le bison et la biche, qui eux sont beaucoup plus marqués régionalement. Le mammouth dans le nord et dans le Périgord, le bison dans les Pyrénées et dans les Cantabres, et la biche dans les Cantabres, mais seulement dans les phases anciennes. Ce graphe montre que le cheval est véritablement le pivot de l'iconographie paléolithique. Il y a donc à la fois une structure commune de l'art pariétal, mais aussi, on voit des variations régionales et chronologiques importantes qui sont masquées par le fait que le cheval est, lui, omniprésent. Le cheval est l'élément qui assure la continuité de l'ensemble par son omniprésence. Alors, une autre façon d'analyser les données est de calculer ce que l'on appelle le diagramme de Kruskal, ou arbre de valeur optimale. La méthode consiste à partir d'un graphe connexe où toutes les liaisons entre toutes les espèces sont possibles. Et puis de couper successivement les liens les plus faibles afin que ce graphe devienne un graphe non connexe, c'est-à-dire qu'il n'y ait plus qu'un arbre et non plus des cycles. Les branches de cet arbre représentent les chemins optimaux pour parcourir tous les nœuds.
Comme on pouvait s'y attendre, le cheval est le centre la racine de cet arbre, étant celui qui entretient les liens les plus forts avec les autres espèces. Ses plus proches voisins sont le bouquetin, le bison et le roc. Le bison étant la branche maîtresse où sont attachés le renne et le mammouth. Du côté de l'auroch, on trouve le cerf et la biche, du côté du renne, le rhinocéros et l'ours, et du côté du mammouth, le lion. Le cheval est au sommet d'une pyramide, si vous voulez, comme une sorte d'élément fédérateur. Alors, le cheval est au sommet d'une pyramide, c'est ce que je viens de dire, ou si vous préférez, au sommet d'une hiérarchie. Il occupe le sommet puisqu'il est présent en toute région et à toute période, tandis que d'autres animaux ont des existences plus éphémères, plus localisées. Par exemple, le mammouth, c'est dans le nord, de la région Rhône et Languedoc, aux périodes anté-magdaléniennes. Le bison, c'est dans les Pyrénées, dans les Cantabres, au magdalénien. La biche, c'est dans les périodes au Cantabre, dans les régions anté-magdaléniennes. Mais ce qui est remarquable, c'est que le cheval arrive toujours en deuxième position. Il est toujours présent, un petit peu derrière ces animaux marginaux, mais quand même toujours très, très présent. 22%, 23%, c'est toujours des valeurs très élevées. Alors, bien sûr, nous sommes encore très loin de pouvoir parler des mythes qui se trouvent très probablement derrière cette structure hiérarchique. Mais est-il possible d'aller plus loin? Alors, ça, c'est la question. Pouvons-nous espérer reconstituer certains mythèmes ou protomythes, comme on les appelle, présents dans l'art paléolithique? Le plus simple étant le mythème qui associe deux espèces. En effet, l'association d'espèces différentes est certainement porteuse de sens. C'est encore un test statistique, cette fois-ci le test de l'écart-type ou du Z-score, qui va servir à reconnaître les cas ayant les plus fortes probabilités. Alors, je vais prendre l'exemple du couple cheval-bison, puisque c'est l'élément fondamental, l'élément le plus fréquent dans l'art paléolithique, qui va nous servir d'exemple. Et en même temps, ça va me servir à voir si le principe de couplage du cheval et du bison, qui était si cher à le roi Mourant, est statistiquement vérifié. Alors, pour vérifier ça, dans le panneau où un cheval est présent, il y a 1371 autres motifs animaliers. 1371, 425 sont des bisons. La fréquence du bison dans l'environnement d'un cheval est donc de 0,31. Maintenant, si on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas d'ordre du tout, que tout est complètement aléatoire, la probabilité de trouver un bison dans l'environnement d'un cheval est de 1098 divisé par 5273 moins les 1461 qui sont des chevaux. La probabilité de tirer un bison au hasard est donc de 0,288. L'écart réduit entre ces deux valeurs, entre F et H, est de 0,87, comme disons, ou 875. La table des Z-scores, non, plutôt, l'écart type vaut Z égale 1,53. La table des Z-scores nous montre que la probabilité que cet écart soit significatif vaut 0,874. Mais cette valeur, elle est inférieure à 0,95. Or, en statistique, une probabilité, pour être significative, doit toujours être supérieure à 0,95. Donc, le couplage du cheval-bison est relativement élevé, mais il n'est pas statistiquement vérifié. Alors, si le couplage cheval-bison n'est pas statistiquement vérifié, ce n'est pas parce qu'ils sont sémantiquement couplés que le cheval et le bison sont fréquents. C'est au contraire, parce qu'ils sont fréquents, ils apparaissent souvent ensemble. Le problème est complètement déplacé. Ce n'est plus le couplage qu'il faut expliquer, c'est la fréquence exceptionnelle du cheval et du bison. Alors, on peut faire exactement la même chose pour tous les autres couples, les autres paires d'espèces différentes. Pour le cheval, pour le bison, pour le bouquetin, etc. On peut voir si la probabilité d'association est significative, affinité significative, ou si au contraire, ils ont une répulsion significative, c'est-à-dire ils sont totalement antagonistes. Alors, encore une fois, ce sera l'écart significatif seulement si P est supérieur à 0,95.
Alors, bien sûr, cette table, elle n'est pas facile à lire. Vous ne pouvez pas voir exactement ce que ça signifie. Et on va le représenter sous une forme graphique qui sera beaucoup plus facile à lire. Là, on voit que cette méthode de voir les affinités et les répulsions nous sépare les animaux en deux groupes complètement séparés. Il y a un groupe A autour du cheval et un groupe B autour du bison. Et bien sûr, entre ces deux groupes, il existe ou bien des répulsions significatives, P supérieur à 95, ou bien au contraire, une neutralité, c'est-à-dire ni affinité ni répulsion. Excusez-moi, Georges, juste parce que probablement pas tout le monde connaît bien la façon où tu mets tu fais l'abréviation. Les noms, oui, d'accord. CH, CH cheval, etc. Oui, alors je l'avais expliqué précédemment. Là vous avez les noms et les symboles que j'utilise. Mais après, effectivement, celui qui peut se choquer, c'est peut-être Boss, BO. BO, c'est l'auroch, en fait. Alors, je vais y revenir d'ailleurs immédiatement dessus. La première chose remarquable ici, c'est que le boss et le bison sont dans deux groupes complètement différents. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune raison de les considérer ensemble comme étant des bovinés, comme le faisait d'ailleurs le roi Gourand. Ça, c'est un tort de le roi Gourand. Ce sont deux animaux qui sont totalement différents dans leur relation avec les animaux de leur groupe. Et de la même façon, il y a entre le cerf et le renne, CE et RE, ils appartiennent à des groupes différents. Donc, il n'y a aucune raison de considérer que ce sont des cervidés de façon générale, le cerf et le renne. Les paléolithiques savaient pertinemment comment distinguer le cerf du renne, évidemment. Alors, regardons la thématique du groupe A. Elle est présente essentiellement aux Magdaléniens anciens. À Lascaux, vous avez cheval, auroch, bouquetin, cerf. À Lapasiega, c'est également dans le Magdalénien ancien, cheval, biche et bouquetin. Alors que pour le groupe B, il est présent surtout dans les phases anciennes. Vous avez ici un bel exemple, à Chauvet, bison, mammouth, lion, rhinocéros. Ce sont Et là, par contre, le cheval est beaucoup plus rare. J'y reviendrai. Alors, nous venons de voir que le cheval et le bison appartiennent à des groupes distincts. Ça, c'est clair. Cheval et bison ne sont pas statistiquement couplés. C'est clair également. Mais alors, pourquoi l'association cheval-bison est-elle aussi présente? Je vous ai rassemblé ici un certain nombre d'exemples qui montrent qu'effectivement, ce sont des exemples qui montrent que c'est complètement volontaire. Évidemment, le cheval et le bison aux Trois Frères ou à Gabillou sont volontairement associés. Alors, on peut se demander si on ne peut pas faire l'analogie avec ce que Lévi-Strauss appelait une structure de médiation. Dans les mythes, Claude Lévi-Strauss dit que lorsqu'il y a une opposition très forte entre deux éléments, A et B, on cherche à les transposer en des éléments A', B', qui sont beaucoup plus neutres, beaucoup moins marqués. Et finalement, entre les éléments A' et B', on recherche un élément médiateur qui permettra de résoudre la médiation entre ces éléments très opposés sous forme d'un élément qui est neutre par rapport à eux. Eh bien, bon, je ne vais pas en faire une évidence, mais dans l'art paléolithique, on peut trouver la même situation. Entre l'auroch et le bison, BO-BN, il y a une opposition très très forte. Elle est de 0,999, je crois. Elle est extrêmement forte. Eh bien, on a des éléments des mêmes groupes A et B, qui sont le cerf et le renne, qui sont, eux, beaucoup plus neutres, si vous voulez. Ils sont neutres l'un par rapport à l'autre. Et entre le cerf et le renne, il y a même un élément qui, lui, est complètement médiateur, complètement neutre cette fois-ci, c'est le cheval. Autrement dit, le cheval serait la possibilité de résoudre,
je ne sais pas ce que ça veut dire, mais de résoudre une opposition très forte entre le roc et le bison. Alors, je n'ai aucune preuve de ce que je dis, je ne dis même pas que j'y crois, mais c'est une analogie qui vaut la peine d'être signalée malgré tout. Alors, justement, pour aller dans le sens de ce que je viens de dire, il y a des exemples. Vous avez ici un bison renversé, un renne tombant et un cheval ascendant dans la grotte des Trois Frères. Eh bien, il est possible que cette scène veuille dire quelque chose qui va dans le sens de bison, renne, cheval, comme dans la structure de médiation de Lévi-Strauss. Alors évidemment, nous sommes absolument incapables de dire ce qu'elle signifie, mais la structure dans l'espace de cet ensemble peut bien dire quelque chose. Le bison tombant, le cheval ascendant derrière, exprime sans doute quelque chose, une histoire très profonde que nous sommes bien sûr incapables de comprendre. Alors, j'en viens à parler de la structure formelle. Assez de statistiques, parlons plutôt de la forme que vont prendre ces assemblages. Alors, la première chose à noter, c'est que au début du XXe siècle, alors qu'on considérait les hommes paléolithiques comme des primitifs, incapables de construire un véritable art cohérent, même à l'époque où Altamira n'était pas reconnu comme étant paléolithique véritablement, eh bien, Salomon Reinach dessine les animaux par planche, comme dans un herbier, comme des plantes. Il fait une planche de bison, une planche de cheval, et ça nous oblige, ça nous interdit en fait de voir que ce cheval et ce bison sont dans un même panneau et constituent un bel ensemble très très construit. Il a fallu attendre 1945, Max Raphaël, pour qu'il reconnaisse que c'était une absurdité et que les décors pariétaux doivent être conçus comme des ensembles cohérents. Ah oui, enfin, il reconnaissait cela. Et Lamy Gamprère, en 1962, écrit la même chose à peu près. L'art des cavernes ne peut plus être considéré comme l'addition indéfiniment répétée de figures animales conçues isolément les unes des autres. Évidemment. Alors, la structure formelle, on va voir qu'elle peut prendre différentes formes, évidemment, dans tous les arts. J'en distinguerai deux ou trois. Le premier, c'est ce que j'appellerais l'instantané ou l'arrêt sur image, c'est-à-dire fixer une scène à son paroxysme, comme par exemple dans la mort du Laocoon du Gréco. Ou bien encore, distinguer les différentes étapes d'un récit sous la forme d'une bande dessinée. Par exemple, la tapisserie de Bayeux est un bel exemple de ces représentations d'étapes successives. Alors, voyons les exemples paléolithiques. Évidemment, cette vache sautante de Lascaux est un très bel exemple d'arrêt sur image. Cette vache qui semble voler au-dessus d'une file de petits chevaux est tout à fait remarquable, figée dans son mouvement. Bande dessinée, on a des exemples dans la grotte des Combarelles, sur une bande de plus de 10 mètres de longueur, où vous avez essentiellement des chevaux, mais ces chevaux sont tantôt affrontés, tantôt associés à un bison, tantôt associés à un félin. On a l'impression que c'est une histoire qu'on nous raconte et que c'est le lecteur qui va la découvrir petit à petit en se déplaçant le long de cette longue bande d'une dizaine de mètres. Un autre type de représentation, c'est ce qu'au Moyen-Âge, on appelait la perspective signifiante ou la perspective d'importance. Elle consiste à donner une dimension plus grande à un personnage par rapport aux autres. Vous avez ici deux beaux exemples. Un exemple de Lascaux, où vous avez une grande vache qui est traversée par une file de petits chevaux, et au Combarel, une biche qui est traversée par une file de petits bisons. La similitude entre ces deux scènes est telle qu'on ne peut pas douter que
les hommes préhistoriques avaient la conscience de ce phénomène de la perspective signifiante. Ils l'ont représenté de façon différente, avec des éléments différents, mais sans doute dans tous les cas de façon très pertinente et très conforme à ce qu'ils voulaient en faire ressortir. Alors, on peut voir d'autres types d'associations qui à chaque fois vont paraître extrêmement bien conçues, extrêmement bien construites. Par exemple, le grand plafond de Rouffignac, où vous avez un grand cheval qui est opposé à un grand bison, et dans la diagonale opposée, des petits bouquetins qui sont associés à des petits chevaux. Barrière ne s'y est pas trompé, il dit il y a trop de systématique dans les alternances et les répartitions pour ne pas conclure à un caractère volontaire. Alors ça, c'est ce qu'il faut retenir, c'est que l'art pariétal est très, très construit, même s'il nous semble désordonné à première vue, en y regardant de plus près, on peut voir qu'il est éminemment construit. C'est également le cas pour cet extrait de Tito Bustillo, dans le grand panneau de Tito Bustillo, où vous avez un grand cheval polychrome qui est entouré par un arc de cercle de 3 chevaux et en dessous, un arc de cercle de 3 reines. Vous avez en fait 3 paires cheval-reine, cheval-reine, cheval-reine qui sont associés autour du centre du cheval central. Et vous remarquerez qu'ils sont si bien construits qu'ils arrivent à être extrêmement juxtaposés sans même se toucher. Donc là, il y a véritablement un grand art dans la réalisation de cet ensemble. Le plafond d'Altamira. Le plafond d'Altamira a servi de modèle, d'école à Max Raphaël. Ça semble effectivement, à première vue, un ensemble très désordonné. Vous avez des bisons dans tous les sens. Oui, mais il y a à gauche un groupe de bisons obliques, un groupe de bisons horizontaux au centre et un groupe de bisons verticaux sur la droite. Donc, ce panneau est extrêmement construit. Alors, bien sûr, je ne vais pas vous demander de croire à l'interprétation de Max Raphaël, qui y voit une bataille magique entre le clan de la biche et le clan du bison. Mais du point de vue formel, en tout cas, cet ensemble est beaucoup plus construit qu'on ne peut le voir au premier abord. Alors, des scènes, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup plus qu'on ne croit d'ailleurs. Mais elles ne sont pas toutes très faciles à déchiffrer, même pas du tout. Par exemple, ici, vous voyez une bisonne qui tourne la tête vers sa vulve, d'où s'échappe une figurine féminine sous l'effet de la musique jouée par un bison qui joue de l'arc musical. Alors évidemment, cette scène paraît très construite. Elle rappelle certainement une histoire à ceux qui la voyaient, ceux qui connaissaient le mythe qui était derrière. Mais pour nous, c'est complètement abstrait. Mais malgré tout, c'est un point de départ pour montrer que tout est construit dans l'art pariétal. Alors, des scènes, je vous en ai cité quelques-unes parmi les plus évidentes, celles que tout le monde peut reconnaître, un auroch suivant une femelle, un préaccouplement, dit-on, d'auroch, deux jeunes bouquetins affrontés, un félin attaquant un cheval, ou bien simplement une scène de coït entre humains. Voilà une scène de chasse au bison qui semble extrêmement construite. C'est Carol Fritz et Gilles Tosello qui l'ont étudiée. On y voit, c'est la scène la plus extraordinaire que l'on puisse voir. Elle est conforme à notre modèle géométrique. On y voit une file de félins qui attaquent une file de bisons qui eux, se déploient dans tous les sens pour échapper. En particulier, il y en a 4 d'entre eux qui semblent vus de face, comme s'ils se dirigeaient vers le spectateur. Alors, cette scène est la plus remarquable qui soit par l'art pariétal. Mais celle que l'on cite le plus souvent, c'est cette fameuse scène du puits de Lascaux. C'est une scène qui se trouve au fond d'un puits d'accès difficile, d'ailleurs, et qui est
d'un style très différent du reste des œuvres de Lascaux. Alors, on en a livré des dizaines d'interprétations, tout aussi farfelues les unes que les autres, dont Jean-Luc Lequelec s'est livré à un inventaire. Par exemple, on y a vu une transe chamanique, un acte sexuel, un acte d'accouplement divin, une tauromachie, une chasse qui a mal tourné, un récit mythologique, un rêve paradoxal, et même une interprétation astrale. Vous voyez que l'imagination est absolument infinie. Alors, des scènes représentant un homme et un bison, il y en a quelques-unes. Elles sont toutes assez violentes, il s'agit d'un affrontement. Vous avez la scène de Villars, qui est la plus proche de celle de Lascaux, celle de Roque de Serre, où vous avez un homme qui fuit devant un bison qui l'attaque, ou bien celui-là, à Laugerie Basse, où on voit un homme qui est couché derrière un bison. Mais c'est très différent de l'association entre une femme et un bison. Au contraire, pour la femme et le bison, on y voit sur un corps de femme, un bison gentiment posé sur son ventre, ou bien à angle sur l'anglin. On y voit une femme qui est superposée à un bison et qui en a un autre sur ses jambes. À la Magdeleine, on voit une femme volontueusement allongée avec un bison à ses pieds. Autrement dit, l'association de l'homme et du bison est totalement différente de l'association de la femme et du bison. Et cela veut forcément dire quelque chose sur le symbole que représente cette association. Alors, un troisième type de représentation dont je n'ai pas parlé, j'ai parlé de l'arrêt sur image, le dessin animé, c'est une association où il n'y aurait pas d'ordre, où l'ordre apparent serait complètement masqué. Par exemple, dans les peintures sur écorce australienne, on voit par exemple un oiseau, un jabirou, avec des œufs, des poissons, un archer, un homme armé de saguet, et on ne comprend absolument pas ce qu'il y a de représenté ici. Tout simplement parce qu'il y a derrière tout cela un récit oral qui doit être décrit dans un ordre donné. C'est pour désigner ce genre de figure que Leroy-Gourhan a proposé le terme de mythogramme. Alors, des mythogrammes, ça existe très certainement dans l'art paléolithique. Par exemple, vous avez ici un ensemble assez riche, très bien construit, avec un bison vertical, un renne qui lève la patte, qui s'incline, un autre renne qui a le naseau posé sur un grand bison. Et puis le plus remarquable, c'est sans doute ce petit cheval que vous voyez ici, qui est de la longueur du naseau du bison. Il est évident que les rapports de taille, de forme, de dimension, etc., sont totalement hors réalité, mais ils ont certainement quelque chose à dire. L'agencement des motifs est un élément qui est très, très significatif du message qui était délivré. Aussi un autre exemple de mythogramme, beaucoup plus complexe, où on voit des rennes, on retrouve le bison, le renne et le cheval de tout à l'heure. Il est clair que le désordre n'est qu'apparent et que sans doute un récit oral derrière tout cela, fait par un officiant, un prêtre, un chaman, comme vous voudrez l'appeler, vient donner lecture de cet ensemble. Alors, nous avons vu que le cheval jouait un rôle prépondérant dans l'art paléolithique, et je voudrais revenir sur ce caractère exceptionnel du cheval. Il est exceptionnel par son poids hiérarchique et son omniprésence, bien sûr. Il est exceptionnel par sa latéralisation à droite, dextre. Et il est exceptionnel par la rareté des animaux qui sont blessés, des chevaux qui sont blessés, la rareté des chevaux qui utilisent des reliefs naturels. Et bien sûr, on va le voir en détail,
par la qualité exceptionnelle de ses représentations. L'omniprésence du cheval. Eh bien, le cheval arrive en première ou en deuxième position dans quasiment toutes les régions, à toutes les époques. Vous avez ici un inventaire des différentes régions avec AM anti-magdalénien, magdalénien pour le magdalénien, et le cheval est quasiment partout premier ou deuxième. Il est présent, en plus de ça, dans plus de 3 sites sur 4. Et il est présent dans 44% des panneaux à l'intérieur des grottes. C'est quasiment une omniprésence du cheval qui est très remarquable. On dit parfois que l'art paléolithique, c'est l'art du renne, c'est l'âge du renne. C'est plutôt l'âge du cheval. Voici des exemples de chevaux remarquables, évidemment. Lascaux, Nino, Caïn, la Pileta, etc. Dans des styles très différents, vous le remarquerez, mais toujours très beau, très bien représenté. Et même dans des régions marginales, comme au Portugal ou comme en Allemagne, à Gonschhausen, c'est encore le cheval qui est présent dans des sites à la lumière du jour, qui est toujours lui qui est représenté en majorité. Le bison, lui, est représenté aussi en majesté, on peut dire, à Nio, à Saint-Imaminier, à Altamira, à Covassia, mais il est présent dans moins de 1 site sur 2. 1 site sur 2 pour le bison, alors que c'était 3 sur 4 pour le cheval. Et en plus de ça, il est beaucoup plus marqué régionalement, puisque 75% des bisons sont soit pyrénéens, soit cantabriques, et seulement à partir du magdalénien moyen. Alors, vous ne l'aurez peut-être pas remarqué, mais dans les exemples que je vous ai donnés à l'instant, tous les chevaux étaient orientés à droite et tous les bisons étaient orientés à gauche. Eh bien, ça, ce n'est pas un hasard du tout. C'est un fait d'observation. La majorité des chevaux sont dextres et la majorité des bisons sont sénestres. Alors, pour expliquer cela, il faut trouver une explication à cela. Les psychologues font remarquer que les droitiers dessinent préférentiellement des profils gauches. 60% sur 2992 personnes, c'est une probabilité qui est supérieure à 0,999. Donc ça, c'est très significatif. Normalement, la tendance naturelle devrait être de dessiner des profils gauches. Alors, il y aurait à ça plusieurs explications possibles. Un facteur biomécanique, c'est-à-dire qu'un droitier préfère tracer une ligne horizontale qui va de la gauche vers la droite, c'est-à-dire vers l'extérieur. Bon. Des facteurs cognitifs. Il existerait un modèle mental. On anticipe les opérations à réaliser. Il y aurait une espèce de planification du dessin. Il est évident qu'il vaut mieux commencer par la gauche un dessin afin de ne pas cacher le dessin avec sa main droite au fur et à mesure qu'on avance. Et puis enfin, des facteurs neurophysiologiques qui seraient liés à la contre-latéralisation des hémisphères cérébraux. Je vais vous expliquer de quoi il s'agit. L'œil, l'hémisphère droit est surtout représenté par l'œil gauche et dans lequel s'inscrit le champ visuel droit et vice-versa pour l'autre. Autrement dit, le champ visuel gauche qui est majoritairement interprété par l'hémisphère droit comporte la tête. Or, la tête, c'est l'élément le plus préjudiciable pour identifier un animal. C'est également, on le sait, les psychologues le savent, un élément essentiel pour identifier les visages. Alors, l'ensemble des facteurs que je viens d'énumérer, biomécaniques, cognitifs, neurophysiologiques, devrait donc conduire une préférence pour dessiner des profils gauches. Or, il se trouve que dans la réalité de l'art rupestre, il y a des exemples qui sont absolument contraires. Alain Rodrigue, dans le Haut Atlas marocain, a montré que 91% des bovinés étaient en profil droit. Autrement dit, il y a un facteur culturel prédominant
qui vient se superposer à tous ces facteurs biomécaniques, cognitifs et neurophysiologiques. Alors, nous nous sommes évidemment demandé ce qu'il en était dans le cas de l'art pariétal paléolithique. Maintenant, là, les choses sont absolument claires. Le cheval est orienté à droite à 99%. C'est très très net, alors que le bison, le bouquetin et la plupart des autres espèces sont orientés à gauche. Excusez-moi. Donc, on voit que le cheval fait exception par rapport au reste. Même en allant regarder ce qui se passe dans les régions, ben on s'aperçoit que pour les Pyrénées, pour le Périgord, le Quercy, le Cantabre, le reste de la péninsule ibérique, il est orienté à droite, voici le cheval, orienté à droite dans tous les cas, sauf dans un cas, dans le Languedoc-Roussillon. Le Rhône-Languedoc, disons plus généralement. Du point de vue chronologique, c'est la même chose. Le cheval est orienté à droite au solutréen, magdalénien ancien, magdalénien moyen et supérieur, sauf dans une région, dans une période chronologique aurignaco-périgordienne. Donc, le cheval est orienté à droite, sauf en Rhône-Languedoc et dans l'Aurignacien gravétien. Ça semble dire qu'il y aurait un effet Chauvet, parce que c'est évidemment la voie de Chauvet qui est la plus volumineuse, la plus importante dans cette région et dans cette époque. Alors, regardons les en détail. À Chauvet, il y a très peu de chevaux. Il n'y a que 13% de chevaux. Et là, il est orienté à gauche, comme on pouvait s'y attendre. À Lascaux, par contre, le cheval est devenu majoritaire, il représente 53% de l'ensemble animalier, et là, le cheval est orienté à droite. Autrement dit, à Chauvet, le cheval est rare, 89% sont orientés à gauche. À Lascaux, le cheval représente plus de la moitié des figures animales et 58,5% sont orientés à droite. Il semble donc que, après l'Aurignacien, disons, le cheval soit monté en puissance, numériquement, et qu'il soit devenu à ce moment-là important de lui donner une orientation préférentielle distinctive par rapport aux autres animaux. Alors, Claude Barrière s'est intéressé aux animaux qu'il appelait entrants et sortants dans la grotte des Combarelles. Il a fait ce travail, il a étudié la grotte. Alors, la grotte des Combarelles se prête bien à ce genre d'analyse, puisque c'est une grotte couloir. À chaque fois, il y a toujours une partie droite, une paroi à droite et une paroi à gauche. Il constate qu'il y a beaucoup plus de chevaux sortant sur la paroi droite et de chevaux entrant sur la paroi gauche, et que c'est le contraire pour les autres espèces. Il conclut, seul le cheval offre plus de profil droit que de profil gauche. Et par conséquent, la différence n'est pas due à entrant-sortant comme on aurait pu le croire, mais à profil droit, profil gauche. Et il ajoute un fait remarquable qu'on n'a pas noté quand il l'a écrit en 1997, c'est que la relation d'opposition du cheval et les autres espèces est très forte. Il est le premier à avoir fait cette remarque fondamentale. D'ailleurs, mon corpus, qui est beaucoup plus volumineux que le sien, ne dit pas autre chose. Il conclut la même chose. Il y a beaucoup plus de chevaux entrant sur la paroi gauche et des chevaux sortant sur la paroi droite. Maintenant, les animaux blessés. C'est encore un cas de distinction très nette entre le cheval et le bison. Il y a très peu, à Agneau par exemple, il y a très peu, un seul cheval porte une marque très discrète d'ailleurs sur le flanc, un petit signe angulaire sur le flanc, alors que les bisons sont ostensiblement marqués de signes rouges et noirs, comme s'il y avait une volonté de les marquer. Et puis, des exemples plus récents, il y en a des quantités. À Tchoura, par exemple, il y a un bison qui est marqué de dizaines de flèches sur le corps,
Alors qu'à côté de lui, il y a un cheval, il y a plusieurs chevaux, mais un cheval en particulier, qui est absolument exempt de toute blessure. Il semble bien qu'il y ait une différence de traitement du cheval et du bison par rapport aux blessures. L'utilisation de relief va nous dire pratiquement la même chose. Le cheval est utilise très peu le relief. Il est sous-représenté, 18% contre 27% dans le bestiaire. La probabilité que le cheval soit sous-représenté est très très forte, 0,999. Le bison, c'est le contraire. Il y a beaucoup plus de chevaux qui utilisent le bison qu'il n'y en a en moyenne dans le bestiaire. Il est surreprésenté avec une probabilité aussi forte. Pour les autres espèces, bof, elles sont moins significativement, 0,928, mais elles sont quand même moins marquées, moins souvent blessées qu'elles ne le devraient d'après leurs proportions. Autrement dit, le bison est très marqué, très surnumériquement marqué par rapport au cheval. Il y en a 120 sur 1098, soit près de 11% qui utilisent le relief, alors que pour le cheval, il n'y en a que 58 sur 1461, soit moins de 4% qui utilisent le relief. Là, la différence est tout à fait claire. Maintenant, j'en viens à une partie qui est essentielle, c'est la qualité exceptionnelle des représentations de chevaux. Vous avez ici une harde de chevaux très, 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 très belle, à la grotte des Caïnes. Et les chevaux pris individuellement sont tous très, 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 très remarquables. Vous voyez par exemple cette tête de cheval très vivante, très, très dynamique qui est représentée. Alors, on va voir que le plus souvent, le cheval est représenté plus grand que les autres, plus haut que les autres, comme s'il y avait une volonté de le mettre en relief par rapport aux autres, de lui donner un poids supérieur, comme s'il était au-dessus du lot par rapport aux autres. Voici l'exemple qui est paradigmatique pour le coup du cheval au-dessus du lot. Dans une coupole du plafond, dans l'abside de Lascaux, il y a deux grands chevaux, un rouge et un jaune, qui font près de 2,50 m de longueur quand même, chacun. C'est des très grands animaux qui sont visibles d'en bas, bien sûr, et qui surplombent sur les deux parois. Vous avez ici ces deux parois, des centaines de petits animaux gravés, et dominés par ces deux chevaux majestueux au plafond. Voici l'échafaudage utilisé par l'abbé Glory pour faire le relevé de ces chevaux de la coupole. Quand on voit, ça en dit long sur l'exploit qui a été nécessaire aux artistes paléolithiques pour grimper si haut. Ils ont fait eux-mêmes un échafaudage, évidemment, on ne pouvait pas y aller autrement, et pour réaliser ces deux chevaux. Alors ça nous amène à penser que c'était effectivement un exploit pour eux de représenter des choses dans des endroits remarquables, comme cette coupole du plafond. Et ça fait penser aux exploits des artistes de l'époque historique, comme la coupole de la cathédrale de Parme, le Corrège, qui dessine ce Christ dans un nuage. Alors évidemment, il ne faut pas essayer de me faire dire ce que je ne dis pas. Il n'y a pas de rapport entre les chevaux de Lascaux et le Christ du Corrège, mais du point de vue formel, du point de vue symbolique, c'est la même force. C'est la nécessité de faire quelque chose de remarquable dans un endroit inaccessible pour montrer l'exploit d'avoir réussi quelque chose de remarquable. Alors, des exploits, des choses remarquables, des installations fantastiques, il y en a comme ça des quantités dans l'art paléolithique. Vous avez ici une grande coulée stalagmitique, qui est d'ailleurs assez difficile d'accès, au sommet de laquelle il y a une espèce de petite niche, un camarin, dans lequel on n'est pas étonné du tout
de trouver un cheval. Voilà le même cheval vu de plus près, et voilà, encore de plus près. Ce cheval est absolument remarquable. Il a été fait comme s'il fallait qu'on puisse le voir d'en bas. Il est fait d'un trait noir, une couleur claire au centre, pour qu'il soit remarquable depuis le bas. C'est bien une volonté de le rendre très visible depuis le bas qui a suscité cette réalisation. Un autre exemple qui vient d'une autre grotte, cette fois-ci dans les Pyrénées, la grotte de la Bastide, où vous avez un énorme bloc au milieu du chemin central, sur lequel un grand cheval, 1,90 m, a été représenté à 3 mètres de hauteur. Lui aussi, il nécessitait un aménagement pour y accéder. Voici la position très, très humble qu'il faut avoir quand on est devant ce cheval. C'est comme si on était devant le sphinx. Il faut lever les yeux pour l'apercevoir. Et ce cheval, vu de près, est très, très remarquable. Il est bicolore, il a la crinière noire, la tête rouge, le ventre avec un modelé ventral. Il est surgravé pour faire apparaître en clair sa silhouette, l'œil, l'oreille, le naseau. C'est une grande réalisation, grande par ses dimensions, et grande du point de vue esthétique. Un autre exemple également remarquable, le grand panneau de Tito Bustillo. À première vue, ça semble être une grande plage toute rouge qui est en fait remplie de petites figures gravées ou peintes, des rennes, des chevaux, des animaux. Et au sommet de cette espèce de voûte, vous avez, bien entendu, 2 chevaux. Voici ces 2 chevaux vus de près. Le plus grand fait 2,55 m. Je crois que c'est un des plus grands qui existe. Là encore, alors, ce qui est remarquable, c'est que cette fois-ci, pour les voir de près, pour le voir sans déformation, il faut quasiment s'agenouiller à leurs pieds. C'est peut-être encore une fois un symbole. Alors maintenant, je viens à d'autres. Il n'y a pas que la peinture, il y a aussi de la sculpture dans des abris, l'abri du Cap Blanc, où vous avez sur près de 12 mètres de longueur une file de chevaux, dont l'un mesure 2,25 m de longueur, et qui est remarquablement, c'est un bas-relief, mais presque un demi-relief au moins. Il est absolument remarquable. Là c'est l'exploit, c'est de réaliser une structure de dimension considérable, monumentale, dans un abri. Voici un cheval qui n'est pas moins remarquable, mais qui est en plus de ça remarquable parce qu'il a été sculpté en bas-relief, mais sculpté à l'obscurité totale. Il est au fond de la grotte. Et donc, l'exploit, là, c'est d'avoir réussi à faire une sculpture dans l'ombre. C'est un animal qui est remarquable par le naseau vibrant, l'œil également très animé. C'est ce que les psychologues appellent volontiers une hyperimage. Hyperimage, ça veut dire que ce n'est plus une effigie, c'est véritablement un être vivant dans un esprit animiste qui est capable d'agir sur le monde comme le ferait un esprit. Alors maintenant, quelques exemples dans l'art mobilier. Vous avez ici 2 chevaux remarquables. Dans l'art mobilier, le motif du cheval est également très, très abondant. Il est le premier, avec 32%, c'est-à-dire il est encore un peu plus abondant que dans l'art pariétal. Vous avez ici un cheval qui date de l'Aurignacien, à Vaugelergue, en ivoire, magnifique, et puis un autre aux Espélugues, dans les Hautes-Pyrénées, qui est beaucoup plus récent, magdalénien, 16 000 ans, plus de la moitié de l'âge du précédent. Mais on a l'impression d'une véritable reproduction du cheval de Vaugelergue.
Et puis, là encore, il faut faire preuve d'originalité. La plus grande statuette jamais produite, c'est un cheval. Une grande statuette de 26 cm, ça doit peser quelques kilos. Et c'est un grand cheval, remarquable. Et puis, bien entendu, il n'y a pas que des choses magnifiques, des choses très grandes, il y a aussi des choses très, très personnelles dans l'art mobilier. Les contours découpés sur oscilloïdes de chevaux la plupart du temps, il y en a une centaine. Il y en a dans les Pyrénées essentiellement, mais il y en a jusque en Dordogne et jusque dans les Asturies. Alors là, cette fois-ci, ce qui est remarquable, c'est qu'il s'agit de petits objets qui étaient portés sur soi, sur des vêtements, comme des amulettes, si vous voulez, mais qui montrent un autre aspect. Il y avait l'aspect monumental dans les grottes, dessiner 2 chevaux de 2,50 m dans une grande coupole inaccessible, ou bien porter des petites amulettes sur soi, mais c'est la même passion, la même dévotion pour le cheval qui semble être en évidence dans tous ces aspects du paléolithique. Alors j'en arrive à la conclusion, je vais essayer de résumer ce que je viens de dire, que le cheval est évidemment, c'est ce que j'ai essayé de montrer, est au cœur de la structure de l'art paléolithique. On l'a vu avec la représentation du diagramme de Kruskal. Le cheval est le pivot de l'art paléolithique. Il est le personnage récurrent qui maintient la cohésion du groupe, du système, en dépit de la diversité des mythes. Et il conserve le rôle principal grâce à des protagonistes qui sont beaucoup plus éphémères que lui, comme la biche dans les Cantares ou le mammouth en Périgord. Et surtout, cela montre qu'il existait de puissants réseaux d'échanges à grande distance qui assuraient la transmission des croyances et des savoir-faire artistiques. Au même titre que les réseaux d'échange servaient à échanger des silex, des choses comme ça, mais essentiellement la transmission des croyances, et donc c'est ce qui explique l'homogénéité de ces croyances sur de grandes distances. C'est grâce au cheval que l'on peut véritablement parler d'une unité de l'art paléolithique. Alors, tout à l'heure, je parlais d'une pyramide dont le cheval occupait le sommet. Je vais prendre une autre image maintenant, qui est celle d'une ronde, d'un manège. On a l'impression que tout tourne autour, tous les animaux tournent autour du cheval, qui est la colonne vertébrale, l'axe de ces représentations. On peut d'ailleurs y retrouver les deux groupes, le groupe A et le groupe B autour du cheval et le groupe B autour du bison, qui sont évidemment les deux éléments principaux de l'art paléolithique. Voilà, j'ai terminé. Je vous remercie de votre attention avec ces deux magnifiques. Je vais terminer évidemment par deux représentations magnifiques de chevaux, le cheval de Montastruc et le cheval hennissant du Mas d'Azil. Je vous remercie de votre attention. Alors, je ne sais pas si je vous aurais convaincu de la suprématie du cheval dans la pensée paléolithique, ni de la structuration de l'art pariétal, mais au moins, nous aurons vu de belles images. Merci beaucoup, Georges. Ça a été une présentation très précise. Tu nous as donné beaucoup de belles images, mais aussi beaucoup de données intéressantes, mais surtout très précis. On pourrait peut-être dire, si tu veux peut-être terminer avec la reproduction de ton... voilà, comme ça, on peut voir on peut nous voir en même temps. Et on pourrait dire que l'originalité quand même de ta contribution à ce champ d'études est bien sa précision. C'est-à-dire, on n'a pas vraiment à discuter si tu nous convaincs ou pas sur la suprématie du cheval. Et je pense qu'on n'a pas vraiment de la place pour... J'ai essayé d'être convaincant, mais ça ne veut pas dire que je vous ai convaincu. Ah oui, bien sûr, mais avec les numéros, c'est difficile à discuter, bien que.
Et donc, merci beaucoup, Georges. Je pense que tu nous as voilà, éclairé. Aussi, on pourrait dire sur la trajectoire que ta recherche a, comment dire, les points que maintenant a ta recherche, parce que quand même, ça ne fait un peu plus de 2 ou 3 années que tu travailles là-dessus. Et, et donc, bien évidemment, il y a une richesse et le temps aussi, il est toujours très, il porte toujours des fruits dans les recherches parce qu'il donne l'opportunité de réfléchir, de comparer, de parler avec les autres chercheurs, aussi dans le temps, au fur et à mesure que ta base de données a grandi, ben, je suis sûr que tu as pu émettre, entre guillemets, des hypothèses à un certain moment de ta recherche, et puis vérifier si aujourd'hui, avec toutes les données que tu as collectées, et aussi avec, évidemment, aussi pour les nouvelles découvertes, si ces théories sont encore valables. Je pense que la plupart des choses que tu écrivais dans les années, dans les siècles passés, c'est encore valable, je pense. Peut-être pas tout Oui, le détail. bien sûr, bien sûr. Et Et donc, alors, voilà, alors quand même, la prédictivité, c'est très important parce que, comme on sait, une des critiques, bon, si on peut l'appeler critique, mais bon, en tout cas, je parle comme ça pour généralité, mais des critiques qui ont été faites à Leroy Gourand, ça a été qu'il n'a pas prévu Chauvet, par exemple. Donc, au contraire, si ce que tu as pu élaborer dans les années 80 et 90 est encore dans les grandes lignes valables, quand même très important pour un chercheur. Et comme premier commentaire que je suis sûr à 100% que tu partages avec moi, c'est, je vais dire, juste rappeler que ce type de recherche statistique que moi aussi je menais dans ma thèse de doctorat, comme tu sais, et ne peut absolument arriver à la mesure de l'émotion qu'on prouve devant la grandiosité et l'émerveillement physique, sensoriel qu'on prouve là-dedans. Donc, on parle de deux champs très différents, évidemment, mais j'ai oublié de parler, enfin, je voulais parler de l'émotion, justement, que suscite cet art, les chevaux en particulier, et de l'empathie visuelle que ça suscite. Et je crois que c'est ça l'élément essentiel de l'art paléolithique, c'est de susciter de l'empathie de la part des spectateurs paléolithiques, mais de nous aussi, à travers les millénaires. absolument, absolument. Un petit souvenir personnel, moi, quand je suis allé voir la reproduction de Lascaux, je presque pleurais. Même si c'était la reproduction, mais quand même, je trouvais l'entrée très émouvante. Et j'aimerais te poser quelques questions. Et la première est, bon, tu as présenté, je dirais bien plus que des données nécessaires pour formuler une structuration, celle qu'on peut appeler une structuration du bestiaire paléolithique. Et j'aimerais te poser une question qui me semble importante. Penses-tu que cette structuration est eue dans les sociétés qui ont produit cet art a un caractère volontaire, c'est-à-dire explicite ou implicite? Parce que je pense que quand on parle de structuration, ça existe des structurations qui ne sont pas explicites. Ça reste une structuration. Donc, je ne sais pas si toi déjà, je ne sais pas. Je pense avoir donné quelques exemples de structures volontaires. Faire la coupole du plafond de Lascaux, de la coupole de Lascaux de l'abside, c'est forcément volontaire. Le camarin suspendu de Condamo, c'est forcément volontaire. C'est une recherche volontaire. Alors, Explicite, mais tu penses explicite, c'est-à-dire qui a été
sais pas, verbaliser ou je ne sais pas. Verbaliser, je ne sais pas, mais en tout cas, les artistes l'ont recherché volontairement. Ils en avaient conscience. Ça fait partie des choses qui me semblent essentielles. C'est pas par hasard qu'ils ont été choisir ces différents endroits remarquables et qu'ils ont toujours mis le cheval au-dessus. Bon. Oui, bien sûr. Non, non, je ne disais pas par hasard. Je disais vraiment, parfois, je pense qu'il y a des structurations qui arrivent, je ne sais pas, hein, si je devais donner un exemple dans notre culture, je ne sais pas si je demande, par exemple, l'analyse de l'art des enfants. Bon, je sais que c'est un parallèle très, très discutable, mais je ne sais pas si un enfant, par exemple, je sais souvenir, un enfant, s'il doit dessiner ses amis, il va dessiner son ami plus proche, physiquement plus proche de lui. Mais je ne sais pas s'il se dit, ah, lui, il s'appelle Eric, je l'aime bien, alors je vais le mettre là. C'est une structuration de sa création, mais qui, comment dire, ça arrive. Est-ce qu'il va penser à le dessiner plus grand que les autres pour lui donner plus d'importance? Je ne sais pas. Aussi, peut-être. Enfin, je ne suis pas en train de dire que, voilà, c'est un parallèle très discutable. Hein? L'art des enfants, l'art des palolies, c'est très différent. Et une autre chose que j'aimerais te demander, il me semble que tu as aussi étudié ça, mais que tu ne l'as pas présenté aujourd'hui, le changement dans le temps de cette. Ah oui, tu as fait une grande distinction entre, disons, période autour de Chauvet et le reste de. Ça, c'est la plus grande. Ah, je crois que là, bah oui, parce que les choses s'inversent. C'est à ce moment-là que le cheval prend son rôle dominant, je crois. Bah, j'ai l'impression, d'après Chauvet et le reste, qu'il y a une différence de ce point de vue-là. Et donc, qui pourrait refléter des changements au niveau de la société. Tu ne vas pas au-delà. Oui, non, je ne peux pas aller au-delà. Tu ne t'aventures pas. Tu es très scientifique, voilà. Tu ne vas pas. Je crois que je n'hésite plus à parler de mythe maintenant. Autrefois, j'en parlais pas du tout. Maintenant, je me dis que qu'est-ce que ça peut être d'autre que des histoires sacrées, que des mythes religieux, des croyances, en tout cas. Je crois que ça, je suis convaincu de ça, mais ça a mis longtemps. Hein, j'ai mis longtemps à venir à cette idée. Tout à fait, tout à fait. Et oui, absolument, je suis d'accord. Et ne pense, voilà, mais peut-être tu as déjà répondu. Ne penses-tu que, c'est-à-dire, qu'est-ce que tu penses de théories qui font un pas un peu plus loin par rapport à l'analyse? Parce que tu as commencé vraiment de manière très forte ta présentation avec tu as cité Panofsky en disant que c'est impossible. Est-ce que c'est vraiment impossible ou c'est juste très dangereux? Ne penses-tu que quand même des évocations, même quand tu as fait à un moment donné, tu as nommé une théorie, qu'est-ce que tu avais. Ah oui, le tableau, le mythogramme de Lévi-Strauss avec les couples, voilà. Ne penses-tu que parfois quand même avoir comment dire, quelques idées qui échappent, même si on ne doit pas faire de crusade pour le défendre? C'est ce que j'ai fait. J'ai lancé une idée, mais je n'ai aucun élément pour l'étayer, si tu veux. Ça restera toujours comme ça. On ne saura jamais. C'est pour ça que j'ai commencé par Panofsky. Oui, je vois bien, je vois bien. Et donc, aussi par rapport à ça, j'aimerais te poser une question en dehors de ta présentation. Et, comme tu sais, de temps en temps, on voit dans les réseaux sociaux, on le voit dans les journaux,
que quelqu'un a déchiffré la proto-écriture, la paléoécriture. Bon, ne me lance pas là-dessus. Ok, d'accord. Alors, je ne vais pas te poser la question sur ça. La proto-écriture, le proto-writing, je l'ai vu cet article. C'est Parce que récemment aussi, c'est sorti quelque chose et voilà. Oui, quelqu'un d'Angleterre. Je n'ai pas vraiment. C'est Paul Petit, Paul Petit est dans Cambridge Archaeological Journal. Exact, oui, exact. Parce que ça a l'air que ce soit quelque chose de semblable par rapport à ce que tu fais, mais c'est un peu autre chose. Pas du tout. Ça a juste l'air quand on connaît pas les détails. Non, ils ont fait des tas de diagrammes, de statistiques, etc., mais ça n'a rien à voir. Ils ne se fondent que sur des relevés, comme ça. Ils ne connaissent rien à la paléolithique. Bon, alors on reste comme ça. Plus. Oui. D'accord. Alors, est-ce que tu n'as pas quelque chose à ajouter? Pourquoi les chevals? Pourquoi les bisons? Si tu as quelque chose à ajouter, même si tu ne vas pas les défendre, nous, on serait juste curieux de savoir. Parce que, par exemple, une des choses que j'avais comment dire, proposé dans ma thèse, mais sans du tout le défendre, c'est que quand même le cheval étant l'animal sans armes, c'est-à-dire sans de vraies parties du corps qui soient agressifs, pas agressifs, mais mettons fortes comme des cornes de... Oui. Voilà. Moi, je dis l'homme du paléolithique, il pouvait peut-être s'identifier à lui parce que nous aussi, comme êtres humains, on vient au monde et on a rien, on est nu. On doit se construire, on doit nous construire les outils. Moi, je l'avais mis comme évocation parce qu'évidemment, on ne pourra jamais savoir pourquoi. Mais est-ce que tu as quelques idées? Non, mais c'est vrai que je crois que ce sont des histoires d'hommes qui sont racontées, des histoires de société humaine. Donc, le cheval, le bison sont les éléments structurants de cette transposition de la société humaine à des sociétés animales. Bon, je peux dire plus, peut-être que le cheval est peut-être plus sympathique que le bison, je ne sais pas. Mais... Ça se peut, oui. Oui. On n'a pas la réponse. On n'a pas la réponse. Non, je crois qu'on ne l'aura jamais. On attend quand même, tu me disais avant de commencer qu'il y a peut-être un livre qui va être publié, on espère bientôt dans le futur. Donc, tu n'en sauras pas beaucoup plus. Bien sûr, mais quand même, c'est intéressant de l'avoir comme référence pour, voilà, pour la recherche. C'est toujours bien avoir des choses écrites comme référence. Et alors, Georges, je suis absolument content que tu aies été qui était avec nous pendant ce temps. J'y ai pris du plaisir également. Très bien. Alors, moi et toutes les personnes qui ont suivi, on te souhaite voilà, une belle soirée et à la prochaine. D'accord. Allez.